Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. J'accueille aujourd'hui Pierre Joyot, expert en nutrition et en micronutrition, qui va nous parler un petit peu de son parcours, de ses envies et de toutes ses activités, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'activités, c'est ça? C'est ça, il y en a quelques-unes effectivement. Merci beaucoup pour l'invitation Arthur et je suis ravi de pouvoir parler de tout ça avec toi aujourd'hui. Ok, super. Alors écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. On a échangé un petit peu en amont. Tu as pu m'expliquer un petit peu ton parcours qui était peut-être atypique lorsque aujourd'hui tu te présentes comme expert en nutrition et micronutrition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton background qui est hyper complet et qui, avec le recul, a tout son sens lorsqu'on voit ce que tu fais aujourd'hui? Avec grand plaisir. Alors moi, initialement, je suis manipulateur radio. Mon premier cursus et mon premier diplôme, c'est manipulateur radio en électroradiologie médicale. Donc ce sont les personnes qui font les radios, les scanners, IRM. Moi, j'avais choisi dès le début de me consacrer à la cancérologie. Donc j'étais manipulateur radio en radiothérapie. C'est-à-dire que j'administre les traitements par rayon aux patients atteints de cancer. J'ai travaillé pendant 11 ans à l'Institut de cancérologie Paris-Nord, dans lequel je travaille encore, mais avec une casquette différente aujourd'hui. Et au décours de ces années, forcément, être au contact des patients atteints de cancer quotidiennement, ça soulève beaucoup de questions. Ok. Euh, Excuse-moi de t'interrompre, mais du coup, lorsque tu étais manipulateur radio, il y a différentes branches. Pourquoi la cancérologie? Pourquoi t'as choisi ça? Je pense qu'il y a un trait qui me caractérise, c'est d'aimer les gens profondément et de ne pas vouloir juste les voir passer. Et c'est un peu le défaut que je trouve à mon métier lorsque je fais des radios, des scanners. C'est de voir les gens, je leur fais l'examen et ils s'en vont. Ok. Lorsque j'étais stagiaire en cancérologie, la particularité de ce métier, c'est de voir et revoir les gens et de les accompagner. Lorsqu'on a des patients qui viennent pour 25, parfois 30, 35 séances, on les voit tous les jours, on les connaît. Forcément, on s'attache aussi, et parfois c'est difficile, mais vraiment, moi j'ai aimé cet aspect-là de cette fonction qu'est le manipulateur en radiothérapie, c'est d'accompagner les gens et de pouvoir les aider au quotidien. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi la cancérologie et je ne me suis pas trompé puisqu'en 11 ans de manipulation, j'ai jamais été au bout à reculons. Ok. Ce qui aujourd'hui c'est un petit exploit parce que on entend aujourd'hui tout ce qui est bien-être au travail, qualité dans l'environnement professionnel et c'est vrai que 11 ans ça peut être très intéressant. Euh, Quelles études on fait pour pouvoir accéder du coup à ce poste-là? C'est une école de radiologie comme on fait une école infirmière. C'est la D'accord. même chose. Ce sont deux branches qui sont quasi identiques avec forcément des spécificités différentes puisque on n'apprend pas la même chose. Nous, on apprend la technique de la manipulation et les infirmières, leur métier à proprement parler, mais on a quand même une branche assez similaire. C'est 3 ans d'école, 3 ans d'école. On est un peu sur le même cursus. On est professionnels de santé paramédicaux et voilà, 3 ans d'école qui nous permet d'avoir un diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale. D'accord, ok. Écoute, c'est super intéressant. Et donc, du coup, tu travailles déjà avec des personnes en situation de fragilité, hein, comme tu as pu le dire. Mm. Quelle a été la bascule pour que tu puisses passer dans ta nouvelle vie et est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires? La première étape intermédiaire, c'est la curiosité. Ok, C'est que je me souviens être très actif lorsque j'étais en radiothérapie et d'être très curieux. Et forcément, au bout d'un moment, j'avais envie d'apporter autre chose aux patients. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce que je pourrais faire. Et c'est là que j'ai creusé avec quelqu'un qui est devenu un ami, mais qui était mon patron, le docteur Laporte, que d'accord. je cite et que je salue, avec qui j'ai décidé de me tourner vers la nutrition. C'était quelque chose qui me plaisait déjà. J'ai un passé de sportif, donc forcément la nutrition, ça a une place très importante. Tu peux nous en dire plus peut-être sur ton passé de sportif? Ouais, j'ai pas mal joué au foot. Ok. Enfin, je joue encore, mais plus pour le plaisir maintenant. J'ai fait quelques années en sport-études et en centre de formation. J'ai joué, on peut dire, au plus haut niveau lorsque j'étais en jeune. Ouais. Bon, après, il y a un moment donné, il fallait choisir. Je pense que j'avais pas la conscience de ce que je pourrais faire dans le monde sportif et la chance que j'avais d'être dans ce milieu-là lorsque j'y étais. Je vais sortir cette phrase bateau. Moi, j'ai pas eu les croisés Ouais, ce déjà. qui est connu. Non, j'ai pas eu les croisés. Moi, j'ai eu peut-être le manque de conscience que putain merde, si j'avais bossé plus,
peut-être que j'aurais pu y arriver. Okay. Et du coup, j'ai choisi un autre chemin, celui des études, celui de me construire en tant qu'homme. Et je regrette pas du tout mon choix, même si forcément, en tant que sportif, quand on aime le sport, il y a toujours un petit truc qui dit « mais j'étais pas le même ». Donc j'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Évidemment, il y a de la maturité qui est passée par là. Ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour entamer cette transition lorsqu'on est sur un poste qui est quand même établi, sur lequel tu as des références et qui te plaît en plus? Bah, il y a la crainte déjà, parce que moi, à ce moment-là, je suis en place, j'ai un bon poste, on va pas se mentir, j'étais dans un établissement privé, j'étais bien payé, j'avais aucune raison de m'embêter, pour parler poliment, mais c'était pour moi le bon moment de décider de changer au moment où je me sentais le mieux dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer des études dans une école de nutrition et micronutrition que j'ai choisie avec le docteur Laporte, complètement indépendante, avec un esprit un peu différent, notamment sur la micronutrition dont on pourra discuter, mais aussi sur l'état d'esprit qu'apportait cette école-là, c'est-à-dire la prise en charge globale et complexe de l'individu. Comprendre que lorsqu'on prend en charge quelqu'un et qu'on l'accompagne, c'est pas seulement tiens, tu veux faire un régime, bah voilà, je te donne un papier, je te le donne. Finalement, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre que le psycho-affectif avait aussi une place très importante à jouer dans ce qu'on appelle l'accompagnement d'un individu et de le connaître, la façon dont il pense au moment où on le voit, mais aussi de comprendre qu'il peut être différent lorsqu'on va le revoir et d'intégrer tout ça dans la prise en charge. C'est ce qui m'a plu dans cette école et dans l'approche qui m'a été transmise justement. Et décider de reprendre ces études-là, au moment où j'allais le mieux, c'était finalement le meilleur moment parce que je me suis rendu compte aussi que c'était une école qui était assez costaud et qu'il fallait être très motivé pour justement intégrer tant sur le côté physiopathologique, sur le côté micronutrition que sur le côté prise en charge globale de l'individu. Il fallait en absorber beaucoup et heureusement que je l'ai fait lorsque j'allais bien. Sinon, je n'aurais pas été au bout. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que la manière dont tu parles de cette école, sur les différents aspects et sur tout ce qui est tous les sujets que tu peux aborder dedans, je trouve que ça se regroupe un petit peu avec ce que tu retrouvais dans ton métier précédemment. Et donc, je vois en tout cas le parallèle. Du coup, l'école, une fois que tu es inscrit dedans, ça dure combien de temps? Comment est-ce que ça se passe? Et pourquoi pas une autre formation, entre guillemets, plus classique ou plus démocratisée sur la nutrition? Nous, sur le podcast, on a déjà reçu une diététicienne. Pourquoi, par exemple, pas ce format-là? Eh ben, je me suis renseigné forcément. J'étais professionnel de santé, j'aurais pu faire un BTS diététique. Ça aurait pu être aussi très intéressant en ce qui concerne l'accompagnement des patients en cours de traitement, parce que finalement au début c'était vraiment ce que je voulais, hein, simplement accompagner les patients dans l'institut dans lequel je travaillais. Ça c'est vraiment ce que je voulais à la base, leur apporter quelque chose en plus et leur permettre de lutter contre la dénutrition que vous connaissez parfaitement chez AS Mouvement. Évidemment. Avec l'accompagnement des seniors, donc j'ai même pas besoin d'en parler. Mais en cancérologie, en toute honnêteté, dire à quelqu'un faut manger ça, ils le savent. Ouais. C'est pas forcément facile, mais ils le savent. Mais comment leur permettre d'aller plus loin? Et à mon sens, sans dénigrer le BTS diététique, à mon sens, c'était pas un cursus qui m'aurait permis de pouvoir être au plus proche de ce qu'ils sont au moment où je les vois et de les accompagner sur le plan justement psycho-affectif pendant la maladie. Parce que dire à un patient en plein traitement, chimiothérapie ou radiothérapie, faut manger un peu plus de protéines là, hein. Quelqu'un qui a des nausées toute la journée, qui peut plus bouger, qui a des traitements qui sont super lourds, qui a des brûlures d'estomac, qui a des diarrhées, etc. C'est super compliqué. Et du coup, quelle est la différence du coup par rapport à cette approche diététique que toi tu peux apporter aujourd'hui avec ton métier? J'inclus très humblement, j'inclus le patient, j'inclus aussi les accompagnants. J'essaie de créer un monde autour du patient pour que chacun puisse comprendre l'importance et la nécessité de l'hygiène de vie globale. Il m'arrive parfois dans des consultations d'1 heure de même pas parler de nutrition. Okay. De parler de nutrition 5 minutes à la fin. Parce que finalement, ce qu'il faut, c'est une remise en confiance, c'est faire passer un certain message que finalement, l'hygiène de vie, c'est parfois aussi important que le traitement. Parce qu'un patient qui est en traitement, qui mange pas et qui bouge pas, il s'épuise, il permet pas à son corps d'avoir le carburant suffisant pour supporter les traitements, et du coup les traitements sont moins efficaces. C'est en ce sens que je dis que les traitements sont parfois aussi importants.
Évidemment, il n'y a rien qui remplacera les traitements, et je veux le repréciser parce qu'il y a aussi important. des gens qui pensent qu'on peut tout arrêter, on peut arrêter tous les traitements et faire certaines choses, je rentrerai pas dans les détails, et faire certaines choses qui pourraient permettre à la maladie de disparaître. Non, malheureusement, il n'y a pas de miracle connu, mais par contre, une prise en charge globale avec l'allopathie comme centre de soins, plus l'hygiène de vie, dont l'alimentation et l'activité physique sont les piliers principaux, ça reste primordial et indispensable. Écoute, c'est très intéressant parce que c'est vrai que nous aussi on voit dans le milieu de la prévention et avec AS Mouvement que de toute manière aujourd'hui on privilégie bien plus les approches globales pour que ce soit pour du curatif, du préventif et que c'est ce qui est bien le plus efficace et j'ai l'impression que c'est ce que tu soulignes lorsque tu prenais notamment l'exemple des consultations d'1 heure où au final tu parles de tout ce qui peut être intéressant, j'imagine le sommeil, la diminution du stress et à la fin un petit peu la nutrition donc c'est très intéressant. Je parle beaucoup de nutrition quand même. J'espère, j'espère bien. On avait compris l'exemple. J'aimerais que tu puisses expliquer un petit peu à nos auditeurs et à nos viewers quelle est la différence ou quelle est la spécificité de la micronutrition. Moi, je crois la connaître, mais c'est vrai que lorsqu'on entend micronutrition, on pense tout de suite macronutriments et micronutriments. Du coup, les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes ces informations-là qui peuvent être un petit peu compliquées? Alors, lorsqu'on parle de nutrition, de diététique, je vais simplifier le propos, et encore une fois, je le redis, je dénigre pas diététiciens, au contraire, hein, ils ont des connaissances même que je n'ai pas parfois. Lorsqu'on parle d'approche diététique, on va initialement parler de macronutriments, tout ce qui est glucides, lipides, protéines, parce que le corps, pour fonctionner correctement, a besoin de certains apports. Et en fonction de ce qu'on mange, un diététicien va pouvoir nous accompagner pour apporter une certaine quantité de macronutriments, donc de graisses, de protéines apportées par les animaux, viande, poisson, œufs, mais aussi par les végétaux tels que les légumineuses, les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, etc. On va pouvoir construire un modèle dans lequel on saura que chaque jour, on aura la quantité de macronutriments suffisante et nécessaire pour permettre au corps de fonctionner correctement. Et mon approche en micronutrition, elle est un peu différente. Moi, je le dis un peu comme ça pour rigoler, souvent en consultation, je dis j'en ai rien à faire des calories, moi, et des macronutriments, je m'en fous, moi je veux que vous mangiez autant que vous vouliez. Et pour ça, il faut aussi comprendre et choisir les calories qu'on consomme. Et c'est pour ça que choisir des aliments à haute densité micronutritionnelle, donc la plupart du temps c'est simple, hein, c'est des aliments bruts, naturels, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des légumineuses, des oléagineux, des aliments bruts, eh bien on va pouvoir construire un modèle qui va se baser sur l'approche physiologique et biologique. Pourquoi ? Parce que le corps, pour fonctionner correctement, il a besoin de ce qu'on appelle des cofacteurs enzymatiques. Les cofacteurs enzymatiques qui permettent à toutes les réactions du corps de se faire correctement, eh bien, c'est les vitamines et les minéraux. Et où est-ce qu'on trouve ça ? Je le dis, on trouve pas ça dans des barres chocolatées. Et parfois, on a certains discours qui disent « on a le droit de manger des barres chocolatées ». C'est vrai, on a le droit. Lorsqu'on dépasse pas un certain nombre de calories, on va pouvoir en manger, on va même pouvoir maigrir en mangeant des barres chocolatées. C'est vrai. Mais lorsqu'on parle de micronutrition et d'apport micronutritionnel pour permettre au corps de fonctionner correctement, la valeur de ces calories-là sera inutile. Ce seront finalement des calories qu'on va stocker sous forme de graisse, qui vont être inflammatoires, qui vont être acidifiantes et qui vont pas forcément faire du bien, surtout lorsqu'on est en traitement. Donc, et du coup, c'est ce qu'on appelle les calories vides. C'est ce qu'on appelle les calories vides. D'accord, donc peut-être que je puisse un petit peu reprendre le propos. En gros, avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui, on va avoir des apports en calories ou pas qui sont importants ou non, mais au-delà des macronutriments, donc c'est-à-dire lipides, protéines et glucides qui sont contenus dans ces aliments, on n'a pas tout le reste et toute la richesse via les micronutriments et notamment les vitamines et les minéraux. C'est bien ça ? C'est ça. Ok. D'accord. Alors on peut tout de même l'avoir, hein, parce que si on choisit bien les macronutriments et qu'on choisit bien les aliments pour apporter les macronutriments, on peut avoir les deux. Et là, c'est tout bénef. Mais du coup, mon rôle, moi, c'est aussi, grâce aux médecins avec lesquels je travaille, c'est d'avoir une approche très biologique, permettant d'avoir une vision très importante et très globale du fonctionnement du corps du patient. Les marqueurs de l'inflammation, les potentielles carences vitaminiques, le système de régulation lipidique avec le cholestérol, les triglycérides, la glycémie, la résistance à l'insuline, le fonctionnement hépatique pour savoir si le patient aura besoin de certains aliments en plus grande quantité que d'autres, pour éviter aussi d'aller chercher des micronutriments dans des compléments alimentaires dont il n'est pas forcément conseillé de prendre pendant certains traitements. D'accord.
Bah écoute, il y a plein de choses à dire, franchement c'est super intéressant. Tu as parlé de compléments alimentaires, on va mettre les deux pieds dedans. Aujourd'hui, tu vois, moi je suis dans le milieu du sport, c'est vrai qu'aujourd'hui la supplémentation via des multivitamines par exemple, des oméga 3, des complexes de zinc, etc., c'est très à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'appauvrissement des sols, le fait que les légumes soient un petit peu moins, enfin la nourriture brute soit peut-être un petit peu moins riche en micronutriments, est-ce que on est obligé d'avoir un apport en complément alimentaire pour avoir justement toute cette micronutrition et toutes ces vitamines, tous ces minéraux? Quel est ton point de vue dessus? Alors, mon point de vue, c'est qu'il n'y a rien qui remplacera l'alimentation. Et pour renforcer mon point de vue, je vais parler d'une étude, par exemple, qui a montré, par exemple, dans le cadre du cancer de la prostate pour les hommes. Il y a une étude qui a été faite sur le lycopène de la tomate. Le lycopène, c'est un antioxydant présent dans la tomate. On a fait une étude, on a extrait ce lycopène, on l'a transformé en gélule. Il y avait une partie des patients qui prenaient cette gélule. Il y avait une autre partie qui prenait de la tomate lyophilisée, donc concentrée en lycopène, et il y a une partie de la population masculine qui prenait juste de la tomate entière. Normale, en pleine saison, riche en lycopène, mais normale, sans complément nutritionnel. Eh bien, les individus qui avaient le moins de risque de cancer de la prostate étaient les personnes qui avaient consommé justement l'aliment dans sa matrice naturelle. Le lycopène dans sa matrice naturelle, c'est-à-dire la tomate entière. Et donc, par extension, on peut penser, on a des pistes pour penser que, effectivement, ça serait plus intéressant de les prendre sous leur matrice originelle. Sous sa matrice originelle, et ça me permet de rebondir, c'était prévu, hein, tu m'as fait aller vite dans ma tête, c'est pour dire, notre premier souci, c'est de ne plus manger assez de légumes et de fruits dans notre société. C'est ça notre premier souci. Alors certes, les sols sont pourris, certes, il y a de la pollution, mais j'aime bien faire ce comparatif. Est-ce que lorsqu'on mange des biscuits, des brioches, des madeleines, des biscottes, des fast-food, etc., est-ce qu'on pense que la pomme de terre pour les frites, elle est bio? Est-ce qu'on pense que le riz qu'on consomme, les pâtes, la semoule, le pain, est-ce que toutes les céréales qu'on consomme sont bio? Là aussi, on a un appauvrissement micronutritionnel lié à justement l'utilisation de pesticides, de produits phytosanitaires en grande quantité, et en plus de ça, de céréales raffinées très pauvres, pour lesquelles on a retiré l'enveloppe, donc il y a moins de fibres, moins de vitamines, moins de minéraux. Et on se pose la question pour les légumes et les fruits, mais jamais pour les céréales, pour tout ce qu'on consomme en grande quantité. Donc moi je dis, quitte à manger des pesticides, manger des fruits et légumes. Parce que de toute façon on en mange. Et puis si on veut arrêter d'être intoxiqué, on va vivre dans la Somme et on aura moins de soucis. Bon, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais j'adore la Somme. Salut. Il y a des grandes villes. Non, effectivement, c'est très intéressant. Et c'est vrai que cette question-là, elle se pose. Et donc, du coup, si je prends un cas concret, par exemple, allez, on va prendre un étudiant qui mange sur le pouce à chaque fois, qui n'a pas tellement le temps de pouvoir se cuisiner, prendre du temps en cuisine, etc. Est-ce que pour cette personne-là, l'utilisation de compléments alimentaires peut être intéressante? Alors du coup, je rebondis puisqu'effectivement, il faut en parler. Ça ne peut faire que du bien ou rien. D'accord. Ou rien, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut savoir les choisir et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Et forcément, il y a tout un tas de charlatans sur le marché, sur le marché des compléments alimentaires, Donc, ça évidemment. Mais supposons que c'est des compléments alimentaires de bonne qualité, peut-être avec des brevetés, etc. Ça peut être intéressant. Tu as parlé tout à l'heure d'acides gras oméga 3, par exemple. On ne mange plus assez de fruits et légumes et on ne consomme pas assez de graisses oméga 3 indispensables pour calmer l'inflammation ou permettre au corps de résoudre l'inflammation. Donc par exemple, moi quand j'ai un patient qui ne peut pas manger de graisse oméga 3 parce que les aliments qui sont pourvoyeurs de graisse oméga 3, ce patient les déteste, bah lui, je vais lui conseiller un complément. Et là, effectivement, ça va juste permettre de rééquilibrer le corps. Quand on est accompagné et qu'on a une étude biologique, ça nous permet de pouvoir justement guider le patient, guider l'utilisateur, le jeune, peu importe, le sportif, dans la consommation de certains compléments alimentaires. Donc effectivement, si c'est bien choisi, ça peut vraiment être bénéfique et ça peut permettre de maintenir un certain équilibre sans jamais remplacer l'alimentation. Mais effectivement, le cas des étudiants, c'est un cas très parlant et je pense que toi comme moi, on l'a été et ce que je mange aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on le savait pas. Aujourd'hui, on le sait. On a un peu plus de recul, effectivement. Ouais. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux me dire
est-ce que tu observes une récurrence un petit peu dans des carences que les gens peuvent avoir parmi toutes les personnes que tu vois? Peut-être que pour les auditeurs qui puissent se dire, ah ok, peut-être que je fais pas attention à ça. C'est un exemple qui est criant et qui est très récurrent dans ton métier, Pierre. Ah bah, le premier manque, c'est les oméga 3. Ok, d'accord. Les Donc oméga les 3. oméga 3, c'est des lipides, des graisses, Voilà. du coup, qu'on retrouve dans tout ce qui est les poissons gras. Exactement. T'as d'autres exemples peut-être? Spécifiquement, on va parler des sardines, maquereaux, harengs, anchois, des tout petits poissons gras qui sont très peu chargés en métaux lourds. Ça, c'est très intéressant et c'est pourvoyeur d'oméga 3. On va en trouver aussi dans tous les animaux, donc, que ce soit de la volaille ou de la viande rouge. Mais le problème, c'est la qualité d'élevage de l'animal en question. Et ce qui va poser souci, c'est que lorsque l'animal est mal élevé, c'est-à-dire nourri aux farines de céréales et traité aux antibiotiques, eh bien cet animal-là va avoir un équilibre en graisse, notamment oméga 3 et oméga 6. Oméga 6, c'est l'inverse des oméga 3, donc c'est plutôt pro-inflammatoire, à l'inverse des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. On va avoir une graisse oméga 3 pour ces animaux-là et quasiment 20 graisses. Ok. Il faudra un Oméga rapport 6. de 1 sur 3 ou sur 6, c'est ça? 1 sur 3, 4. D'accord. Donc on est pro-inflammatoire. Donc quand on mange beaucoup de viande et de la viande à bas prix, on sait qu'on est déséquilibré et qu'on va avoir un déséquilibre en graisse. D'accord. Ensuite, les oméga 3 sont aussi présents dans tous les végétaux, en plus grande quantité dans les légumes verts à feuilles. Ça peut être la mâche, le cresson, Ok. le tourpier, le chou kale, ces choses-là. Et tous les légumes en général contiennent de l'acide alpha-linolénique, donc des oméga 3 d'origine végétale, qui vont aussi être nécessaires. On va en trouver dans les noix, le cerneau de noix très 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 connu. On va en trouver aussi dans l'huile de noix, dans l'huile de lin, dans l'huile de caméline, dans l'huile de chanvre. Tout ça, ce sont des aliments pourvoyeurs de graisse oméga 3, dans les œufs aussi. Et comme pour les animaux, des œufs de poule élevés en plein air, de la filière oméga 3, aujourd'hui il y a plusieurs filières qui existent, où quand vous avez écrit oméga 3, vous savez que c'est des animaux, normalement ce sont des poules élevées en plein air, parfois même nourries aux graines de lin, donc avec un super rapport oméga 3, oméga 6, qui permettrait de réguler. Mais pour respecter cet équilibre-là, il y a 2 règles simples. Pas un repas sans légumes, pas une semaine sans petits poissons gras, et pas un jour sans noix. D'accord. Sans noix, carrément. Sans D'accord. noix. Ok. 2-3 noix par jour. Ok. Si on a un gros paquet de noix à la maison, on mange 2 noix par jour, déjà on sait que tous les jours on a ça. Ok. On a cet apport-là. Et on peut cuisiner à l'huile de colza tout simplement. L'huile de colza, c'est les oméga 9 que contient l'huile d'olive. Et c'est des oméga 3 et des oméga 6 en bon équilibre, 1 pour 4, comme par hasard. C'est ce qu'on doit respecter. Tout comme les sardines, tout comme le maquereau, tout comme le hareng, tout comme un poulet élevé en plein air, tout comme des œufs de poulet élevés en plein air, tout comme une limousine, une salerce, je parle de bœuf élevé en plein air et nourri à l'air. Ok. La nature est bien faite. Mais écoute, c'est super intéressant. Et puis surtout, là, on a pu mettre en avant des exemples concrets que les auditeurs pourront retenir. Et tu vois, la noix, l'exemple de la noix, c'est super. C'est ce que j'attendais. Voilà, on n'en avait pas parlé. Mais là, on a quelque chose de concret. Donc non, c'est vraiment super. Aujourd'hui, quel type de public tu vois le plus et quelles sont les attentes un petit peu de ces publics-là? Alors moi, initialement, mon public il était très centré sur la pathologie chronique. Parce que ma D'accord. première spécialité, c'est la cancérologie. Et ensuite, je me suis spécialisé aussi dans l'approche patients atteints d'obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. Donc initialement, j'ai un gros background sur justement la prise en charge des patients atteints de pathologie chronique. Mais petit à petit, je me suis ouvert à la prévention. D'accord. L'OMS estime, l'Organisation mondiale estime aujourd'hui qu'un tiers des pathologies chroniques à la surface du globe pourraient être éradiquées avec une hygiène de vie adaptée dont l'alimentation et l'activité physique sont les piliers principaux. Quand on comprend ça, quand on l'écoute et qu'on le reçoit, on se prend pas la tête, on comprend qu'il y a un truc à faire. Et c'est pour ça qu'avec mon collègue, le docteur Laporte, on s'est dit, faut peut-être se tourner vers la prévention et accompagner les gens dans leur quotidien pour éviter de tomber malade. Et au début, j'avais des patients qui venaient au cabinet dans lequel je travaillais en me disant « Moi, je suis désolé, je sais que d'habitude, vous voyez des patients atteints de cancer. Moi, je viens, j'ai pas de soucis. » Et je dis « Mais je suis très heureux de vous voir. » Je dis « J'ai envie de vous voir avant que vous en ayez. » C'est clair. Et on construit quelque chose. Et puis, en plus de ça, quand on prend soin de soi lorsqu'on n'est pas malade, on est aussi moins dans l'urgence. Complètement. Et quand on est moins dans l'urgence, on va pas dire à quelqu'un « Bon, c'est bon là, faut arrêter de fumer, maintenant vous avez un cancer du poumon. » C'est bon, vous avez compris. Non, ok, bon, vous fumez, vous faites pas assez de sport, on va essayer de construire une hygiène de vie un peu plus intéressante, un peu plus adaptée à votre biologie. On va comprendre un petit peu comment vous vivez au jour le jour pour justement vous permettre de changer des petites briques petit à petit parce que vous n'êtes pas malade et que c'est génial.
et construire du coup une bonne hygiène de vie via cette approche globale. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais un chiffre qui est interpellant, c'est un tiers des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, excuse-moi, qui pourraient être évitées. Est-ce que tu peux nous les détailler un petit peu, peut-être, et justement, quelles sont les habitudes qu'on pourrait prendre justement pour les éviter? Lorsqu'on parle de pathologies chroniques non transmissibles, on va parler d'un bon nombre de cancers, qu'on appelle des cancers de civilisation, pour n'en citer que 2. Certains cancers du sein chez la femme. J'ai dit certains cancers du sein parce qu'il n'y a pas 2 cancers du sein qui se ressemblent. Hein. Donc, certaines catégories de cancers du sein qui sont vraiment liées à notre hygiène de vie. Et cancer de la prostate, pour parler aussi d'un autre cancer très connu et très répandu. Ensuite, on a certaines pathologies chroniques telles que le diabète de type 2. On a beau dire, mais le diabète de type 2, c'est pas génétique. La génétique, c'est 5%. Le reste, c'est l'hygiène de vie. Donc, c'est pas parce que mon grand-père et ma mère ont le diabète que je dois l'avoir. C'est parce qu'on s'est transmis certaines habitudes environnementales. Ouais. Plus que génétique. Exactement. Mais quelqu'un qui fait un diabète, c'est pas parce qu'il respire de l'air. C'est pas pour ça en général. Ensuite, on a certaines pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, notamment, qui est très en lien avec l'hygiène de vie globale. Il y a l'alimentation, il y a le stress, évidemment le tabac et l'activité physique. Donc là, on fait un tour complet. Ça, on peut l'éviter. On a beau dire. Alors, même si le stress dans notre société, c'est difficile de travailler dessus, il y a tout de même 3 piliers sur 4 que je viens de citer sur lesquels on peut agir. Clairement. On peut vraiment agir dessus. Et il y a certaines maladies inflammatoires. On entend de plus en plus parler de problèmes articulaires, de polyarthrite rhumatoïde, etc. C'est très en lien avec l'inflammation. Maladie de Crohn. Maladie de Crohn qu'on commence à assimiler une pathologie chronique non transmissible parce que c'est clairement lié à notre hygiène de vie. Vous avez aussi la stéatose hépatique non alcoolique, la maladie du foie gras. La maladie du foie gras parce qu'on mange trop sucré, parce qu'on a trop de fructose, etc. L'industrialisation a fait exploser l'apparition de la maladie du foie gras qui a pour conséquence la cirrhose hépatique non alcoolique et le cancer du foie quand même. D'accord. Et ça, les labos aujourd'hui cherchent des traitements pour lutter contre la maladie du foie gras. Je vois où tu veux en venir. C'est pas ce qu'on devrait faire. En fait, messieurs, dames, si vous m'écoutez, mangeons différemment et on n'a pas de foie gras. Comment est-ce qu'on fait un foie gras pour l'hiver? On gave des canards avec du maïs. Le maïs, c'est du fructose. Donc, quand on a compris ça, c'est ce qu'on fait avec notre propre foie lorsqu'on a une alimentation complètement déséquilibrée. Et encore une fois, faut pas culpabiliser et c'est pas un discours que je veux jugeant. Lorsque je dis ça, c'est juste que aujourd'hui on sait que notre rôle de professionnel de santé, c'est de commencer à transmettre certaines informations pour éveiller les esprits et que les gens puissent se mettre à modifier un petit peu leurs habitudes. Écoute, c'est super ce que tu nous dis. Si on reprend l'exemple par exemple du diabète, voilà, je voulais m'attarder sur une des pathologies que tu as citées jusqu'à présent. Le diabète, on sait que c'est une maladie qui est liée à la consommation de sucre trop importante. On dérègle un petit peu sa sensibilité à l'insuline. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas forcément de diabète, qui n'en a peut-être pas eu dans sa famille, mais qui entend ton discours, quelles habitudes de vie il peut prendre pour peut-être essayer d'anticiper et éviter de tomber dans ce qu'on appelle le prédiabète aujourd'hui? Alors, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut justement amener à ce dérèglement et cette désensibilisation à l'insuline. Donc l'insuline, juste pour rappel, c'est l'hormone qui a pour rôle d'aller chercher le sucre dans le sang pour éviter qu'on ait un taux de sucre dans le sang trop élevé, parce qu'une hyperglycémie, ça peut être mortel. Donc le corps, machine extraordinaire qui régule, donc il faut comprendre ça. Donc effectivement, il y a les sucres. Il y a les sucres qu'on connaît, on va parler des sucres libres. Les sucres libres qui ont tous le même comportement dans le corps, on a le sucre blanc, donc qu'on utilise, qu'on met dans le café, mais aussi qui est ajouté dans tout un tas de préparations culinaires, dans tout ce qui est industriel. En général, on a du sucre blanc, ou alors on a du sirop de glucose ou du sirop de fructose. Ça aussi, c'est du sucre libre. On a ensuite les sirops, donc je viens de les citer, mais c'est aussi les sirops qu'on peut acheter nous, hein. Faut pas les oublier ceux-là. On a les jus de fruits industriels ou les jus de fruits qu'on fait soi-même. Si tous les matins on se prend une tartine de pain, beurre, confiture, jus de fruits en se disant c'est plein d'énergie, là on a un cocktail de sucre parce que la confiture, il y a du sucre blanc, le jus de fruits, c'est du sucre libre, et en plus de ça on a les sucres cachés dont on parle pas assez souvent. On en parle quand même de plus en plus. Les sucres cachés, c'est par exemple toutes les céréales raffinées qu'on surconsomme aujourd'hui. Tout ce qui est pain, biscotte, brioche, madeleine, pâtes, semoule, boulgour. Je dis pas que c'est mauvais pour la santé. Je dis juste que notre problème, c'est la surconsommation. Et que le fait de surconsommer ces aliments lorsqu'on ne les consomme pas en termes d'énergie,
eh bien, à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Je lui aime bien donner cet exemple du marathonien qui mange 500 grammes de riz tous les jours. 500 grammes de riz, plein de glucides, parfois même du riz blanc, très riche en glucides, qui fait monter le sucre très, très intensément. Mais le marathonien, il va s'entraîner tous les jours. Donc ça va pas se voir, ni au niveau de la sensibilité à l'insuline, ni au niveau du poids. Mais moi, je fais exprès de me citer moi. Je fais plus de sport. Je suis devenu un feignant. Donc je marche beaucoup, je fais un peu de renforcement musculaire, mais j'ai trop couru. Je ne cours plus. Maintenant, je prends mon temps. Du coup, j'ai arrêté de manger autant de ces céréales raffinées. Et quand j'en mange, je les choisis parce que je sais que j'en ai plus besoin autant. Alors évidemment, sur ma journée, je fais attention à ces aliments sucrés. Et ensuite, tout ce qui est féculent, apporté, je le répète, je fais exprès, pâtes, semoule, boulgour, quinoa, sarrasin, riz, pommes de terre, patates douces, igname, manioc, pain, brioche, biscotte, madeleine, viennoiserie, etc. Eh bien, je me dis, ok, j'en ai plus besoin autant qu'avant parce que je suis pas assez actif. Je suis pas assez actif et du coup, simplement rééquilibrer la balance dans mon assiette où je diminue les féculents. Je les ai pas supprimés, hein. Je les diminue et j'augmente les légumes et les fruits. Déjà, midi et soir, j'ai régulé mon assiette. Pas un repas sans légumes. L'apport de fibres, de vitamines, de minéraux et la diminution des glucides va juste permettre de réguler mon assiette, la charge glycémique de mon assiette qui aura un impact sur ma glycémie globale moins important. Ensuite, le petit déjeuner, c'est le moment crucial de la journée. C'est le moment où en France, on s'est dit, tiens, va falloir qu'on mange très sucré. C'est le petit déjeuner où on a besoin d'énergie. L'énergie, on l'a juste assimilée aux glucides. Sauf que les glucides sont devenus des glucides raffinés. Les glucides raffinés sont devenus des glucides raffinés associés à du sucre. Et du coup, c'est devenu un cocktail magique qui nous a complètement déréglés. Et c'est devenu culturel. Et j'ai fait exprès de dire c'est devenu culturel. Parce qu'en réalité, c'est pas culturel. Moi, mes arrière-grands-parents, ils mangeaient pas du pain beurre confiture le matin. Clairement. Voilà, donc c'est devenu culturel. Et bien aujourd'hui, il faut qu'on modifie ça, notamment en élevant nos enfants différemment, en leur faisant comprendre que si le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, alors il faut le considérer comme tel. Un petit déjeuner protéiné dans lequel on peut avoir du pain pour accompagner par exemple des œufs, ou alors pourquoi pas une purée d'oléagineux sur une salade de fruits, pourquoi pas un yaourt, ou alors un skyr, c'est très à la mode, c'est un peu protéiné, qu'on va manger avec un fruit, qu'on va manger avec des noix. Mes noix, je les mange le matin, et là c'est parfait. D'accord. Alors c'est super, mais du coup tu dis que c'est culturel aujourd'hui, et j'ai l'impression que au vu des éléments que je vois moi, alors peut-être que je me trompe, tu vas pouvoir me corriger, ça va pas dans le bon sens, bien qu'on ait tous ces messages de prévention. Et je te reprendrai l'exemple, tu vois, par exemple des paquets de céréales ou des paquets de pain, j'ai l'impression que le marketing est fait met en avant justement tant de vitamines, tant de minéraux, du pain aux céréales complètes, et du coup, ça a tendance peut-être à tromper le consommateur. Donc de ce côté-là, d'un côté on a le côté éducation, et de l'autre côté on a aussi l'industrie agroalimentaire qui nous fait passer un petit peu ces messages. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir aujourd'hui, peut-être pour le parent lambda, parce que toi tu parlais du coup d'éduquer les enfants, comment est-ce qu'on fait un petit peu? Ouais, franchement, tu me poses une colle. Ouais. Tu me poses une C'est colle volontaire. parce qu'en fait, c'est gentil. En fait, c'est le combat qu'on doit mener. Évidemment. Et en fait, tu le sais aussi bien que moi, ça veut dire que tous les jours, on doit continuer de véhiculer un message positif et pour la santé qui va peut-être à l'encontre de certains messages publics et publicitaires notamment. On ne peut pas arrêter. Et parfois, dans mon groupe d'amis proches, on se fout un peu de moi, forcément. Je suis sûr que tu dois savoir de quoi je parle, mais quand tu rabâches en permanence pour manger des légumes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Je fais de la publicité en permanence. Et je fais exprès, quand je donne une assiette de légumes à ma fille, je suis content de lui donner. Encore plus content de lui donner une assiette de légumes que quand je lui donne une tartine de pain à la pâte à tartiner à la noisette. Là, je lui dis, tiens, vas-y, prends là ta pâte à tartiner, de toute façon, c'est pas bon pour la santé. Par contre, je dis, regarde le petit plat de légumes que je t'ai cuisiné. Je fais exactement comme la publicité, on est obligé de le faire parce que finalement, on doit inciter le public à modifier ses habitudes en douceur, parce que c'est pas facile quand on est intoxiqué, quand on est drogué à justement cette alimentation industrielle. Et petit à petit, en modifiant nos habitudes, nous, en tant que consommateurs, finalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent s'en rendre compte. Les industriels se mettent à modifier leurs habitudes de fabrication, notamment sur la quantité de sucre,
mais aussi sur la notion d'ultra-transformation qu'on oublie souvent. Moi, avant de parler de sucre, je parle d'ultra-transformation. Parce que la plupart des aliments qu'on consomme, ils sont ultra-transformés. Ultra-transformés, et la plupart des aliments ultra-transformés, si ce n'est 95% des aliments ultra-transformés, sont déséquilibrés. Déséquilibrés sur acides gras oméga 3, oméga 6, protéines animales, protéines végétales, légumes par rapport au reste, donc vitamines, richesse en densité micronutritionnelle très pauvre. Donc, quand on arrête de manger ultra-transformé, eh bien finalement, on s'éloigne de tous ces soucis-là. On s'éloigne. Ensuite, on peut les créer soi-même, ces soucis. Mais déjà, quand on s'éloigne de l'ultra-transformation, on a fait un grand pas. On s'éloigne de l'ultra-transformation, on se rapproche d'une alimentation un peu plus végétalisée. J'ai pas dit vegan, j'ai pas dit végétarienne, un peu plus végétalisée, où on augmente l'apport en légumes. Et déjà, on fait un grand pas. D'accord. Mais pour revenir à ta question, puisque je digresse tout le temps et je parle... C'est pas très grave, c'était très intéressant, donc on y va. Comment faire pour aider les gens? C'est l'éducation. Okay. Mais là, je parle de la nôtre en tant qu'adulte. C'est faut trouver les sources, faut comprendre quels sont les enjeux de quelqu'un qui nous dit quelque chose. Quand l'industrie agroalimentaire nous pousse à acheter quelque chose, gardons à l'esprit une chose. Qui est-ce qui fait de la publicité aujourd'hui? Tous ceux qui ont besoin de vendre quelque chose. Et en général, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire la publicité pour quelque chose qu'on doit vendre? Parce que si on ne nous en parle pas, on sait qu'on n'en a pas besoin. Il y a combien de pubs sur les fruits et légumes? Il y en a 2, 3. Pas tellement. Voilà. Par contre, tout ce qui est voiture, sèche-linge, chaussures, vêtements, cosmétiques et alimentation industrielle, eh ben, il y a ça toute la journée. Ouais, bon, ça c'est vrai que là, bon, on est sur quelque chose de très global, mais je comprends parfaitement l'idée, et c'est vrai que c'est très parlant l'exemple que tu viens de prendre pour parler de ce dont on a réellement besoin et ce dont on a peut-être un petit peu moins besoin. Tu as souligné quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est, tu vois, on parle aujourd'hui de tous les nouveaux types de régimes, les régimes véganes, les régimes keto. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différentes modes, ton point de vue? Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins efficaces? Est-ce que ce sont juste des effets de mode? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça? Quand c'est un effet de mode et que ça peut avoir un bienfait pour la santé, moi je suis très content. Il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux qui parlent positivement de certains modes alimentaires parce que c'était à la mode. Donc très bien, parce que ça véhicule des messages positifs. Le seul souci, et là je prends ma casquette de professionnel de santé qui accompagne notamment des patients atteints de cancer, on se retrouve avec des patients qui parfois vont se mettre à adopter un régime vegan et keto, et parfois les deux en même temps. Ouais. Donc keto c'est très pauvre en glucides, très pauvre en glucides, quasiment 0 glucides, quasiment. Et finalement on se retrouve avec des patients qui vont perdre énormément de poids, qui vont avoir un apport en protéines insuffisant. Ils vont donc avoir une fonte musculaire très importante, ils vont frôler la dénutrition, et on va se retrouver avec des patients qui n'auront pas les ressources nécessaires justement pour supporter les traitements. Et c'est là où c'est très dangereux dans les messages qui sont véhiculés, tout comme les messages de jeûne, de fasting, où on va faire du jeûne intermittent non contrôlé. Le jeûne intermittent peut avoir des bienfaits, l'alimentation cétogène peut avoir des bienfaits, une alimentation végane bien contrôlée, très équilibrée, peut avoir des bienfaits. Mais quand on n'est pas du milieu, franchement c'est difficile de bien le faire. C'est difficile parce qu'il faut comprendre tous les enjeux. Parce que là évidemment il y a les micronutriments dont je parle tout le temps, mais par contre je me retrouve avec des patients avec un appauvrissement macronutritionnel pour le coup, et donc des déséquilibres très importants, qui vont favoriser l'inflammation dans le corps et qui vont augmenter le risque d'apparition de certaines maladies, pour des patients qui ne sont pas malades à la base. Donc on mange mieux, mais on va moins bien. C'est normal. Parce que c'est toujours une question d'équilibre à trouver. Mon discours, moi, c'est de dire, nous sommes faits, on est des homo sapiens, on a 350 000 ans, on a toujours mangé de tout. On est fait pour manger de tout. Il n'y a aucun problème à vouloir diminuer pour l'environnement, même pour des raisons éthiques, de diminuer certains aliments, notamment la viande, pourquoi pas le poisson aussi, les œufs, de plus en manger, mais si on le fait, il faut savoir comment le faire et savoir comment équilibrer son assiette. Quand on adopte un régime cétogène, il faut comprendre les enjeux. Si c'est juste pour perdre du poids... Alors, le régime cétogène, peut-être pour resituer, c'est un régime qui est surtout à base de graisse et de lipides, c'est ça? C'est ça, très riche en graisse, très riche en lipides,
normalement très riche en fruits et légumes, non, en légumes, pardon, puisque D'accord. les fruits, il y en a quand même un grand nombre qui sont proscrits. Et du coup, très pauvre en glucides, donc très pauvre en céréales raffinées, mais aussi très pauvre en beaucoup de légumes. On n'a même plus le droit de manger de la carotte. D'accord. Mais tout ça, c'est des micronutriments, des antioxydants, des vitamines, des minéraux qui nous sont nécessaires. Et si c'est juste pour une question de perte de poids, effectivement, c'est très très efficace. Mais au niveau social, au niveau justement équilibre, franchement, c'est très compliqué. Et si on fait des erreurs, bah finalement, c'est plutôt un mal qu'un bien pour D'accord. le corps et la santé. Et une nouvelle fois, avec cette approche globale, notamment là, tu viens de souligner l'approche sociale, Mm. et lorsqu'on prend la définition de la santé par l'OMS, il y a dedans la notion de bien-être social Bien aussi. sûr, bien Non, sûr. c'est super intéressant. Quand on a un patient et qu'on lui fait faire un régime cétogène, il faut que vraiment ça en vaille le coup. Je peux en dire deux mots. Il y a certaines études, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont montré que l'alimentation cétogène pourrait avoir un impact positif sur certaines tumeurs cérébrales. Sur certaines tumeurs cérébrales, il faut que ce soit accompagné par un professionnel, que le cancérologue soit au courant. Il peut y avoir aussi un certain impact positif sur l'épilepsie, dans une certaine mesure. Donc là, oui, il peut y avoir un impact positif, mais il faut que ce soit encadré par des vrais professionnels de santé, par le médecin qui est en accord avec ça. C'est difficile de s'aventurer tout seul. Moi, par exemple, je te dis honnêtement, si je dois faire du sport, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'un coach sportif. Parce que si je me lance tout seul, je vais faire des erreurs. D'accord. Et c'est un peu pareil dans l'hygiène de vie globale. Quand je veux me mettre au yoga, franchement, posture du chien tête en bas, Compliqué. j'ai besoin qu'on m'enseigne et que je progresse grâce à un professionnel qui va m'indiquer quoi faire. Et là, pour le coup, c'est le désavantage parfois des réseaux où on peut transmettre tout un tas d'informations sans vraiment qu'il y ait de filtre. C'est pour ça que sur les réseaux, moi, j'aime pas trop donner de conseils. Je donne un conseil global, mais jamais centré et ciblé. Parce que chaque individu est différent. D'accord. Bah écoute, je pense qu'on apprend plein de choses, et puis on se rend compte qu'effectivement, là, sur les notions que tu viens de dire, l'ultra-personnalisation, ou du moins la personnalisation, c'est quand même quelque chose qui est important et qui ressort. J'aimerais qu'on puisse terminer sur une question qui est récurrente un petit peu sur l'ensemble des podcasts. Tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'on va avoir matière à échanger. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur l'état de la prévention en France, ou sur la prévention en France? Vas-y, tu peux te lâcher. Alors moi, je suis pas médecin, donc je vais pouvoir me lâcher. Je trouve qu'en France, en termes de prévention, on est mauvais. Ça bouge, et ça a le mérite d'être souligné, mais on est mauvais. On est une société dans laquelle le modèle est construit autour de la maladie et non pas autour de la santé. Notre économie est basée sur la maladie, c'est-à-dire qu'on tombe malade, on mange mal, on fait pas assez de sport, on est stressé, on a la pollution, on a des maladies qui apparaissent, on va chez le médecin, on va chez le pharmacien, on va chez le spécialiste, on va à l'hôpital, et il y a une économie circulaire qui se construit. Mais par contre, si on prend soin de soi, on mange bien. Alors déjà, moi, quand je vais à n'importe quel supermarché, je fonce tout droit au fond, là, où il y a les fruits et légumes. À la limite, les rayons surgelés. Donc déjà, je suis pas un grand consommateur. Donc déjà, certaines grandes enseignes ne m'aimeraient pas beaucoup. Je tombe moins malade. Je fais un peu de sport. Je vais pas voir mon médecin. Je vais quasiment jamais à la pharmacie. J'ai la chance de pas aller à l'hôpital, sauf pour y travailler, je touche du bois. Et du coup, si on fait tous un peu plus attention, et que justement un tiers de ces pathologies chroniques sont éradiquées là, ne serait-ce qu'en France, lorsqu'on sait combien coûte l'hypertension artérielle, le diabète et ces cancers de civilisation dont je parlais, en termes d'allopathie, mais aussi en termes d'accompagnement global. Parce qu'un patient qui a un diabète, après il a une cécité visuelle, parfois il a des problèmes aux membres, il a des problèmes rénaux, etc., etc. Ça s'arrête jamais. Et du coup, on prend des médicaments à chaque fois pour pallier à tout ça. Et on continue de faire marcher cette économie circulaire, tout ça parce que même quand on a une pathologie, on fait pas assez de prévention secondaire. Et dans le cadre du cancer, par exemple, quand on accompagne un patient en cours de traitement, il y a une phrase qu'on dit toujours à la fin lorsque le patient termine ses traitements, c'est « ben voilà, c'est terminé ». Ben moi, mon discours c'est « bon bah c'est maintenant que ça commence ». Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir
pour diminuer le risque de récidive. Et là, je parle d'un patient qui est tombé malade et qui a eu un traitement. Mais pour le diabète, pour l'hypertension artérielle, c'est pas inexorable, c'est pas parce qu'une maladie est installée qu'on doit rien faire. Bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai des médicaments, c'est régulé. Non, il faut continuer d'agir, il n'est jamais trop tard. Qu'on soit malade ou pas, peu importe son âge, peu importe ses habitudes, il est jamais trop tard pour s'y intéresser. Et justement, agir plus en prévention, primaire ou secondaire. Secondaire, ça veut dire que la maladie est déjà installée. D'accord. Donc si je résume et que je reprends au global ton idée, c'est pour casser ce cercle un petit peu vicieux, centré autour de la maladie et passer plus autour de l'axe santé, il faut s'éduquer. C'est vraiment cette question d'éducation que toi en tant que professionnel de santé, nous en tant que professionnels de la prévention, nous devons faire pour pouvoir inculquer du coup tous ces messages. C'est bien ça? C'est bien ça, l'éducation et l'expérience. Okay. L'expérience, c'est-à-dire qu'on pourra donner aux patients tout un tas d'informations, mais il n'y a que l'expérience qui crée la connaissance. Et cette citation n'est pas de moi, elle est d'Albert Einstein. D'accord, je la connais, je l'avais pas. Je pourrais essayer de la garder dans mon référentiel. Du coup, tu m'as fait un super cadeau. Donc, tu as coécrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Révolution Alimentaire, donc qui est coécrite avec du coup le docteur Cyril Laporte que tu as mentionné tout à l'heure. Donc, je le mets ici pour le montrer. On peut retrouver du coup l'ensemble, peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas une bonne partie des conseils et de toutes les pistes que tu nous as données, parce qu'évidemment, c'est pas lors d'un podcast qu'on va pouvoir tout connaître, l'ensemble des pistes pour pouvoir reprendre peut-être en main son alimentation et avoir des exemples concrets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu parlais d'éducation, c'était clairement l'ambition de ce livre, c'est-à-dire pas dire, bon, avec ce livre, ça va être miraculeux, vous allez faire ça, et ça va être parfait. Non, c'était de permettre aux gens de comprendre déjà d'où on vient. Parce qu'en comprenant d'où on vient et comment on a évolué, ça nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à 10 000 lieues de ce qu'on a toujours fait. Donc ça, c'est une première partie qui est importante pour nous et qu'on a décrite dans ce livre. Ensuite, on décrit toute l'industrialisation. Sans avoir un discours culpabilisant et sans taper du doigt, par exemple, les agriculteurs ou autres. C'est pas du tout ça. On explique simplement ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui, les raisons pour lesquelles on a imposé certaines modifications et les connaissances qu'on a de l'impact de l'industrialisation aujourd'hui sur notre santé. Ensuite, évidemment, on explique un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, comment est-ce qu'il faudrait s'adapter et quelles modifications on devrait apporter dans notre hygiène de vie au quotidien justement pour améliorer sa santé. Et enfin, cette belle partie psycho-affective. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? Et là, on parle de toutes les injonctions sociales, publicitaires, familiales. On parle de tout ce qui fait que, mais non, mais vas-y, reprends un verre. Tu vois, là, je parle d'un verre, mais évidemment, ça aurait pu être aussi, non, mais vas-y, c'est bon, prends des frites, tu vas pas prendre une salade là, avec ta viande. C'est un peu tout ça, ces injonctions qui font que c'est difficile parfois. Et comment faire avec tout ça pour équilibrer, se permettre de se faire plaisir? Attention. Quand je parle de plaisir, le plaisir, c'est pas forcément associé avec quelque chose qui va pas faire du bien à sa santé. Mais c'est souvent l'impression qu'on a. Malheureusement. Malheureusement. Ah oui. C'est l'image que je te donnais tout à l'heure. Sur quand je donne une assiette de légumes à ma fille, j'essaie de lui faire comprendre que tiens, on va se faire plaisir. On va se faire un repas sain, mais on va prendre le temps de bien le cuisiner pour qu'il soit bon et que ça nous fasse plaisir. Faut modifier son état d'esprit, mais ça c'est pas facile parce que nos parents ils n'ont cessé de nous dire les enfants ce vendredi soir, petite soirée pizza, et forcément on croit que c'est ça le plaisir. Et aussi parce que les industriels l'ont compris et que dans la fabrication des produits alimentaires, il y a certains combos qui sont faits. Par exemple les fast-food, c'est des graisses saturées avec du sucre. Ça c'est un combo magique pour activer les récepteurs dopaminergiques, centre de contrôle de la récompense, et du coup on croit se faire plaisir. Ouais, clairement. Donc c'est aussi parce que les industriels l'ont compris. Donc il faut casser tout ça et se faire plaisir différemment. Même si parfois le plaisir, ça peut être dans quelque chose qui est complètement à l'encontre de la santé, mais j'ai dit parfois. Parfois. On a besoin de respecter un certain équilibre au moins 80% du temps. Voilà, c'est globalement ce qu'on entend, le 80-20, voire 90-10. Il y a des patients, c'est 95 quand la maladie est installée. Et évidemment, après, selon les cas, c'est vrai qu'il faut aller plus ou moins loin. Voilà. Je te remercie, Pierre, pour nous avoir donné toutes ces informations-là. Honnêtement, je pense que les auditeurs ils vont être conquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quelle est la suite pour toi?
me souhaiter de pouvoir continuer de transmettre ce message qui, je pense, est positif. Ensuite, me souhaiter peut-être le meilleur dans l'évolution de mon métier et pourquoi pas la sortie prochaine d'une application qui permettrait aux gens justement de recevoir des conseils au quotidien. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, on est en train de travailler avec le docteur Laporte actuellement sur la finalisation d'une application dans laquelle on a pour ambition de transmettre des conseils, des idées recettes, donc avec l'alimentation comme point d'entrée, mais aussi l'accompagnement physique, pour permettre aux gens de se prendre en charge de manière globale, avec juste des conseils au quotidien d'hygiène de vie. D'accord. Et donc, du coup, rappelle-nous le nom de ton application. Cette application s'appelle Sipios Diet. Ok. On pourra la mettre de toute manière en description pour que les gens puissent la regarder, mais effectivement... je pense qu'il y a de la place pour que les gens puissent s'éduquer dessus. Je reviens une dernière fois sur ton livre. Du coup, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, c'est très simple. Pour les fêtes, on a réédité un bon paquet de livres avec Cyril. Et les stocks sont chez moi. D'accord. Donc, pour les fêtes, il suffit de me contacter sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, je cuisine beaucoup. C'est pour ça que mes réseaux, c'est Pierre Joyot Cuisine. Okay. Tout simplement, j'ai réfléchi longuement au nom. Ouais. Par exemple, sur Instagram, où il suffit de m'envoyer un message pour ceux qui sont intéressés et je transmettrai la marche à suivre. Ok, bah écoute, on mettra toutes les informations dans tous les cas dans les liens du podcast. Je te remercie Pierre de t'être déplacé. Je pense qu'on a appris énormément de choses. On te souhaite plein de réussite dans tous tes projets, ton application et ton livre. Et puis si on peut te retrouver, bah, ça sera dans les liens sur la description. Merci pour tout. Merci beaucoup.